Ici Les Grossman, t'es qui? On est flamboyant dragon. Oh, ok, les flamboyants, face de fion. Avant tout, tu vas pencher la tête bien en arrière et tu vas te l'enfoncer dans ton putain de fion. Bref, je sais pas quelle espèce de guéguerre transpacifique vous essayez de jouer, mais attention Coco, l'Asie, c'est mon territoire. Alors quoi que vous convergiez, faites bien gaffe parce que si vous m'obligez à venir, ce que je vais vous coller dans le cul vous laissera un goût de merde dans la bouche. Et alors là, faudra chialer devant les Nations Unies et faire voter une putain de résolution rien que pour m'empêcher de vous anéantir tous. Je vais faire couler le jus de citron, bande d'enflés. Je vais vous massacrer. Je vais vous baiser jusqu'à la moelle. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 31 mars, 19h-20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes 88.4 FM, saison 7, épisode 26, avec ce soir une petite surprise pour vous, une spéciale consacrée à l'un des acteurs les plus importants de ces 40 dernières années, et cet homme, c'est Tom. Voilà au programme de notre émission ce soir. D'abord, on va commencer par la traditionnelle table ronde critique avec deux films de Notul, La Sapienza de Jane Green, qu'Erwan nous présentera, et Paris of the North, que Thibaut nous présentera. Donc Erwan et Thibaut, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Salut. Et aussi Thomas qui est là comme toujours. Salut kids. Et le cerveau de l'émission rivale, Le cinéma est mort, Antonin. Salut. L'honneur de sa présence. Salut les kids, pareil. Merci de l'invitation. Donc ce soir, on va quand même largement parler de Tom Cruise, puisque c'est, a priori, le sujet. Voilà, le sujet. Ouais. Et peut-être une pierre angulaire des 40 dernières années de cinéma américain. Bref. En attendant Godard, il est 19h20, vous êtes sur Radio Campus Rennes 80.4 FM. On vient d'écouter le thème de Mission Impossible 4, qui avait aussi donné un des titres célèbres de cette émission. L'émission Fantôme, donc le proctologue fantôme. On va parler donc de Tom Cruise avec donc notamment Jean-Baptiste qui vient de nous rejoindre. Vous l'avez entendu juste avant le morceau. Et on va commencer avec une première période, je crois, de la filmographie. On coupe Jean-Baptiste en deux, on s'est peut-être dit. Je vais passer pour le gros spécialiste. L'expert. Toi qui as écrit une biographie de Tom Cruise. Exactement. Non, on pourrait se proposer effectivement de faire ça, puisqu'on va faire peut-être une approche, vu qu'on essaye d'être un peu exhaustif, on a en même temps assez vite. C'est toujours pas le problème. On va faire quand même chronologiquement, et on va parler de tous les films, les uns après les autres. Mais on va essayer. Les notes pour Un amour infini, chacun. Après, table ronde. Disons qu'on avait pensé à une rupture. On peut effectivement placer une rupture à la fin des années 90, même précisément en 99, puisqu'il enchaîne cette année-là Ice White Shot, Magnolia, qui sont voilà. Et donc on va y arriver petit à petit. Mais c'est pas une rupture qui est aussi claire que ça, puisqu'on va voir que dans... Mais qui est Tom Cruise ? Mais en fait, pour en dire, la rupture, en fait, quand on regarde un peu la filmographie, il y a après c'est par rapport au tournage de Kubrick. Mais il y a quand même 3 ans entre Jerry Maguire et Eyes Wide Shut. Donc en fait, finalement, dans un laps de temps, parce que Tom Cruise, il fait un film par an, en gros, à peu près, ou tous les ans et demi. Et là, finalement, vu que le tournage a duré 2 ans d'Eyes Wide Shut, donc finalement, en plus, il tourne avec un géant, et en plus, il y a un laps de temps plutôt long par rapport à sa filmographie. Il tourne avec un géant, ce qui n'est pas inintéressant, puisqu'en fait, il tourne avec tout le monde. Il tourne avec tout le monde, donc on peut, si on regarde un petit peu, du coup, en débutant sa filmographie, si on passe peut-être un peu rapidement sur Un amour infini que personne au monde n'a vu, Taps. Et Franco Zeffirelli, quand même. Ouais, c'est vrai, mais il doit jouer un rôle assez minime, il me semble. Dans Taps aussi, un rôle négatif en plus, et puis dès 83, il choisit
puisque on peut considérer qu'il a choisi de tourner dans Outsiders de Coppola. De Coppola, ouais. En fait, il conçoit presque une mini-histoire du cinéma américain des années 80 à nos jours, en fait, qui est assez extraordinaire. C'est qu'il va vraiment tourner avec les plus grands à ce moment-là. Donc, même en regardant juste la filmographie de Tom Cruise, on a quasiment une sorte de mini-histoire du cinéma. Oui, parce qu'il est hyper emblématique des années 80. Tout à fait. C'est ça, même s'il a pu tourner avec des cinéastes très importants dans des rôles très ambitieux dans les années 80, c'est surtout, ce qu'on retient, c'est les cocktails Top Gun et qui sont vraiment composé une imagerie et qui ont posé son image de Tom Cruise, qui est l'acteur des années 80, quelque chose d'un peu plastifié, le sourire ultra bright, ça vient de là, quoi, quelque chose ça dont il va se séparer en essayant de tourner Entretien avec un vampire et puis après Eyes Wide Shut. Est-ce que ce serait pas, Antonin, quelque part une sorte de suite un peu aux années 80 avec ce duo Miami Vice, le côté Don Johnson, le sourire, tout ça, et du coup arriver aux années 90 avec le côté presque trader derrière, quoi. On est un peu ouais, je pense qu'il y a à côté du Yuppie, mais après c'est peut-être plus complexe que ça. Après, c'est vrai que Top Gun, j'ai pas vu depuis longtemps, mais Top Gun, ça paraît assez très réganien dans l'âme complètement. Je me suis rematé Cocktail et vraiment, ça m'a demandé quand même pas mal d'efforts. C'était un film qui m'avait pas mal traumatisé quand j'étais petit, avec des copines qui voulaient toujours regarder ça. Du coup, je l'avais vu vachement et c'était horrible. Et j'avais une idée. Vraiment, je me dis, voilà un film vraiment années 80 réganien, mais en plus, c'est vraiment, c'est le sujet. Voilà, c'est le mec qui veut devenir millionnaire et tout ça. Finalement, le film est beaucoup plus complexe que ça. Il va travailler un petit peu la question de la morale, évidemment, mais il n'empêche qu'on a toujours ce Tom Cruise qui complètement qui va être représentatif de ça, parce que c'est Tom Cruise virevolting Tom Cruise qui va dans le moment où il est en pleine possession de ses moyens, en plein dans son truc de cocktail et compagnie, où il va représenter le côté winner américain, chose pour lequel moi je l'ai détesté longtemps, par exemple. Et il représente ça, Jean-Baptiste, en plus en étant lié au style des cinéastes. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi en jeu. C'est-à-dire que là, on est sur du Tony Scott, avec une esthétique très particulière, hérité d'MTV, etc. Enfin, quelqu'un qui est vraiment dans son époque aussi, Tony Scott, qui devient la représentation aussi de ça, par rapport aux héros américains. Mais c'est des cinéastes qui vont le réinventer à chaque fois, en fait, mais qui vont le réinventer en se basant sur la figure qu'il s'est lui-même constituée. Et ce que je trouve intéressant avec Tom Cruise et ce que tu signalais juste avant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de double visage de Tom Cruise, en fait, dans ces films. C'est-à-dire qu'il y a ce visage-là, effectivement, ce visage le sourire ultra bright et le côté visage de poupin, mais de jeune premier idéal, etc. Mais il y a une autre image de Tom Cruise, qui est l'image qu'il a développée très clairement dans sa seconde partie, entre guillemets, de sa filmographie, mais qui est déjà là un petit peu en substance dès le début. Et c'est vrai qu'on a découvert Outsiders hier soir avec Mathieu. Et déjà dans Outsiders, il n'y a pas eu tout ce physique du jeune premier très beau. Sa chirurgie, il est un peu moche, en fait. Il est un peu moche, effectivement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il a très peu de séquences dans le film. Enfin, il apparaît, on va dire, à tout casser 7-8 minutes sur toute la longueur du film, sur les 2 heures. Mais à chaque fois qu'il apparaît, il crève l'écran parce qu'il surjoue à outrance. Il est complètement dans une exacerbation de son corps. Il bouffe tout l'écran. Effectivement, une originalité dans son jeu. Et c'est ça qui est une ambivalence, puisqu'effectivement, il y a ce que Antonin disait tout de suite, ce classique des années 80. Mais à l'intérieur des films, il y a toujours, pour le dire vulgairement, une part d'ombre. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même essaye, dans son choix de carrière, de coller à cette dualité qu'il essaye d'installer, ou qui est même constitutive de son personnage, puisque tu parlais de Cocktail et Top Gun, donc c'est Top Gun 86 et Cocktail 88, mais en 86 il tourne aussi avec Scorsese. Et ça c'est assez drôle, parce que du coup ce film-là que j'ai vu dernièrement, que j'avais jamais vu, c'est étonnant, parce que du coup la première fois où il tourne avec quelqu'un d'assez vraiment très important, Scorsese, et où il joue le rôle d'un joueur de billard qui est excessivement fort, et que Paul Newman, donc son mentor, va lui apprendre à jouer moins bien pour pouvoir mener des arnaques. Et l'enjeu du film pendant 1h10 de film, c'est justement que Tom Cruise n'arrive pas à jouer moins bien. Il est obligé d'être dans le showing off, regardez, moi je fais mes trucs avec ma queue de billard et tout ça, et il n'arrive pas à jouer moins bien, au grand désespoir de Paul Newman. Et c'est très drôle, quand tu fais la politique des acteurs, tu dis c'est incroyable, il a tout saisi du truc. Du coup, est-ce que ça voudrait pas dire aussi que ce film-là, c'est le moment où Paul Newman l'emmène de plus en plus vers l'underplaying? Ce serait ça, du coup, il y a un peu de ça après la fin du film est peut-être moins réussi, en tout cas dans la couleur de l'argent, mais c'est vrai que sur le plan de pure politique des acteurs, c'est trop ça, quoi. Il l'apprend à jouer, quoi. Peut-être dire aussi, parce qu'on l'a pas dit, c'est qu'il est né en 62.
Donc en termes de génération, non, mais pour situer aussi, et 53 ans. On parlait d'Outsiders, c'est un film où il y a un casting où tout le monde ensuite va être connu dans les années 80, mais personne ne va avoir une carrière ne serait-ce qu'un petit peu comparable à Tom Cruise, puisqu'il y a Patrick Swayze, il y a Emilio Estevez, il y a Matt Dillon, que des mecs qui effectivement ont pu essayer d'avoir une carrière à la Tom Cruise, puisqu'ils ont aussi à la fois d'être sur le devant de la scène et en même temps de se construire une filmographie respectable, on va dire, et avec un peu de danger, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Le seul qui a à ce moment-là peut-être la possibilité de faire ça, mais qui me semble un peu plus âgé, c'est Mickey Rourke. Ou Nicolas Cage. Ouais, et encore, c'est Mickey Rourke, à mon avis, à ce moment-là, est vraiment très fin. Mickey Rourke, là, il est chez Cimino, là, Mickey Rourke. En 86, il fait l'année du dragon, donc... mais Mickey Rourke, il a un petit côté un peu plus maverick, quoi, parce que Tom Cruise, il est au centre, quoi. C'est quand même Top Gun. C'est ça. C'est plus en termes d'aura, tu vois. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il est... Il est quand même carrément au firmament dès le départ, quoi. Enfin, c'est Top Gun qui met le truc et c'est typiquement le blockbuster total où vraiment pas très complexe et vraiment très star, quoi. C'est pas Mickey Rourke qui est quand même dans les. Mais il fait le choix du coup de tourner ensuite dans Rain Man et Né un 4 juillet, qui sont des films, même si, enfin, Rain Man, pas forcément un chef-d'œuvre, mais qui sont des films d'auteur entre guillemets. Ouais, mais c'est peut-être aussi parce que comme Thomas, tous les petits jeunes américains fuckés, les Matt Dillon, tout ça, à un moment ils cherchent une sorte de respectabilité. Le film de Stone, c'était assez clairement pour avoir Né un 4 juillet. Pour avoir son Oscar lui aussi. Il s'est tapé quelques récompenses pour ça, quoi. Et alors qu'il est né le 3 juillet. Quel gros nul ce Stone. Mais ce qui d'ailleurs est un peu, quand on voit sa filmo, c'est un peu le genre de film qu'il essaye de faire aussi au début des années 90, quand il tourne des thrillers politiques un peu plan du cul, genre je sais pas, Horizon lointain ou bien La Firme, quoi. La Firme, c'est bien. Ouais, mais tu vois c'est avec John Grisham, quoi. C'est c'est un petit Polac, c'est des Polacs. C'est manichéen et juridique, mais c'est efficace. Je te trouve un petit peu raciste, Thibaut, un petit Polac. C'est efficace, et puis tu vois, après au bout d'un moment, il s'est mis à pouvoir mettre les deux ensemble, à la fois des grands films populaires et qui sont super cool, avec le premier Mission Impossible de Brian De Palma, où pour le coup Brian De Palma avait absolument compris aussi comme Scorsese que on pouvait repenser Tom Cruise, parce que dedans il a aussi une gueule bizarre, il est pas toujours super bon, on dirait un peu un moitié beau gosse, moitié un geek puceau en fait. On dirait aussi qu'il commence à prendre un coup de vieux, alors que c'est pas le cas. Oui. Encore aujourd'hui, sur le premier, je sais pas. Non, mais il a l'air d'accuser le coup. Enfin, il a pas son côté triomphant. Oui, c'est vrai. Et on a choisi de placer la limite, s'il y en a une, vers 99, mais c'est vrai qu'en 96, il y a le Mission Impossible effectivement de Palma. Il y a Jerry Maguire qui est une grande comédie populaire, mais qui est assez programmatique, puisque on peut considérer que c'est le scénario qu'a choisi plus ou moins Tom Cruise, un mec qui décide d'abandonner sa carrière pour refaire quelque chose de plus simple, de plus authentique, et qui va y réussir, qui va reconquérir une meuf. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, Jerry Maguire, c'est aussi un film qui est le parangon de l'image de Tom Cruise tel qu'il s'est défini durant les années 80. On dirait que c'est exactement. Une sorte de recentrage après avoir un peu essayé dans une première partie de sa carrière différentes choses et de dire Jerry Maguire ce sera ça, c'est mon perso et je veux un film qui reste dans les mémoires comme étant Tom Cruise, c'est Jerry Maguire, le mec sympa qui monte super haut, qui redescend volontairement et qui retourne. Oui, mais en fait, c'est effectivement sans doute un film qui travaille cette figure double de Tom Cruise encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a la fin d'un cycle, la fin d'une perception possible de Tom Cruise dans l'inconscient populaire, et il y a déjà cette réflexion interne sur son propre personnage. Comment est-ce qu'il un coup d'avance. Et pour le coup, moi, je déteste Jerry Maguire, mais théoriquement, c'est clair que il y a une rupture dans Jerry Maguire. C'est un film qui est hyper intéressant sur la figure de Tom Cruise. Et aussi dire pourquoi l'importance de Mission Impossible de Brian De Palma, c'est aussi la première fois où il est producteur. Donc c'est aussi une position avec il a créé sa propre boîte de prod avec Paula Wagner, donc c'est la Cruise Wagner Production, où il a produit la majorité des films qui sont venus après, en tout cas, parce que c'est quand même un freak control Tom Cruise qui a toujours extrêmement surveillé ses productions et notamment les films dans lesquels il jouait. On va revenir un petit peu après, mais sur Mission Impossible 2 par exemple, il avait énormément pété les couilles à John Woo, et justement où là c'était vraiment, il était au top de sa staritude, de son putain je suis le meilleur, je vais tout niquer et c'est moi le patron, quoi. Et c'est un truc qui est un petit peu dans tous ces films. Il y a qu'à voir la manière dont ils sont vendus,
comme les affiches par exemple, où il est souvent le seul sur l'affiche pour se mettre en vedette. Contractuel, c'est contractuel et c'est vraiment un truc. Je pense qu'il voulait vraiment devenir un gros producteur important pour pouvoir maîtriser son image. Et sa vie privée, son image publique. Ouais, voilà. Mais il y a une forme, c'est ça, il y a une forme à ce moment-là de conscientisation de lui-même en fait. C'est là où on comprend il a compris qui il était et maintenant il s'est dit je vais le vendre, je vais vendre qui je suis et je vais vendre une image de moi-même. Après, il a la chance par rapport à cette figure de Jerry Maguire, tout ça, c'est que en regardant sa filmo, mis à part 92 Horizon Lointain qui a été un four, mais des Hommes d'honneur ça a marché, La Firme ça a cartonné, Entretien avec un vampire ça a cartonné, Mission Impossible. Il a fait que des cartons quasiment pendant. Donc voilà, après il peut Jerry Maguire, oui. Après je me demande si alors moi je parle en tant que fan de Cameron Crowe. Cameron Crowe a été suffisamment intelligent pour prendre Tom Cruise et pour l'amener là où il est. Je pense qu'il faut aussi rendre hommage à Cameron Crowe qui est un très bon directeur d'acteurs. Il a même fait bien jouer Kate Hudson, donc pour te dire le niveau. Non, presque Est-ce que c'est pas Tom Cruise qui a choisi Crowe plutôt? Eh ben, on sait pas parce qu'en fait, ils sont plutôt potes. Après, Cruise a produit Cameron Crowe, il a rejoué après dans Vanilla Sky, donc finalement, c'est peut-être une bonne association. Ils sont peut-être juste simplement trouvés. Crowe a dit, écoute, mec, maintenant, faut que tu fasses comme ça. Tom Cruise est suffisamment malin. Il sortait d'un rôle de méchant, en plus dans Entretien avec un vampire. Là, oui. Et en plus, il croisait la route de Brad Pitt, donc un possible rival dans l'industrie hollywoodienne. Qui a été monté pour le. Enfin, c'est une politique de studio quasiment de le film est rendu Brad Pitt en face de mais on aurait pu voir, il aurait pu voir ça comme une espèce de rival. C'est un peu le hit des beaux gosses, quoi. C'était le hit des beaux gosses, exactement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant par rapport à Jerry Maguire. Et est-ce que du coup cette première partie de carrière n'est pas aussi la source d'un malentendu sur Tom Cruise, puisque il est quand même assez mal perçu, que ce soit dans la critique, même par le grand public, qui considère que c'est l'acteur. Mais c'est le paradoxal parce que ces films font toujours un carton et lui, pourtant, il est toujours un peu vu comme de la merde ou comme un gros con, à la fois pour ses engagements scientologues, les relations qu'il peut avoir avec ses femmes, comme par exemple Nicole Kidman qui n'a quasiment plus de carrière une fois qu'ils ont divorcé, ou bien Katie Holmes non plus qui n'en a plus du tout. Ça c'est le grand qu'il n'a jamais eu non plus. Elle a joué dans Dawson, les gars, arrêtez. Katie Holmes, c'est le grand regret de ma vie de spectateur. Moi, je préfère Nicole Kidman. Mais moi personnellement, c'est vrai que Tom Cruise, moi je suis vraiment complètement amoureux de Tom Cruise depuis Edge of Tomorrow, donc c'est tout récent. Moi c'est vrai que Tom Cruise, moi j'ai toujours eu l'impression, il y a une prise de conscience. En fait, il y avait vraiment presque presque une colère quoi, à me dire ce mec-là, il m'énerve parce qu'il joue avec tous mes cinéastes préférés dans des films que j'adore. Et j'ai toujours l'impression, il y avait Eyes Wide Shut, et pour moi la théorie qui était partagée de Kubrick, il prend Tom Cruise contre Tom Cruise quoi, il le prend pour lui dire pour moi ma théorie c'était tu joues Tom Cruise et comme ça moi avec ma mise en scène ça va te rendre complètement ridicule. Après Mission Impossible qui est un grand film de contrebandier de De Palma, c'était pareil, c'était un peu prendre la figure un peu et puis lui en foutre plein la gueule dès le départ et lui faire réapprendre tout. Après il joue avec Mann, avec Spielberg et tout ça, Minority Report qui est un grand film aussi sur le corps de Tom Cruise où c'est vraiment le personnage de pur regard qui va apprendre à devenir un corps et avec un côté hyper masochiste parce qu'il y a ce truc là chez Tom Cruise aussi dans une époque au début des années 2000 où tu avais ces trucs de la défiguration dans Vanilla Sky, dans Minority Report. On peut pas faire une sorte de doublé comme ça entre Magnolia et donc son personnage, pareil, où là le masochisme il va quand même assez loin. Alors que masochisme à la fois dans le choix de ce personnage-là, de ce rôle-là, c'est que c'est pas évident déjà d'en arriver là, donc il est très conscient de ça, et aussi sa conscience extrême de jouer à la fin de Tonnerre sous les tropiques. Et ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est complètement fou dans ce film. Enfin, dans Magnolia, moi que je tiens vraiment pour sa performance vraiment d'acteur, où là il m'intéresse en tant qu'acteur, où je le trouve vraiment puissant émotionnellement et pas trop de façon un peu abstraite comme ça peut être dans d'autres films de Tom Cruise. C'est quoi ça me paraît tellement lui ce rôle de cet éternel VRP de lui-même là toujours à se vendre et tout ça qui finit par s'effondrer. Ça va dans ton sens. Du coup schizophrène aussi. C'est que son personnage dans Magnolia est quasiment calqué. Enfin lui aussi, son père l'a abandonné, puis il l'a retrouvé alors qu'il mourait jeune du cancer, et bien sûr, comme dans le film. Et du coup, on peut, comme tu te l'as demandé, et je pense que beaucoup de gens se sont demandé s'il n'était pas manipulé, si c'était pas une sorte d'acteur brut que des réalisateurs talentueux manipulaient
pour en tirer le meilleur, comme on. C'est possible, on pourrait le croire si effectivement il n'était pas devenu producteur de ses propres films. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une conscience. C'était comme dans Le Petit Quinquin, juste à la Bruno Dumont, on prend des débiles et on en tire peut-être le meilleur. Enfin, pas Bruno Dumont, mais en l'occurrence. C'est vrai qu'on a pu se demander ça, et comme tu dis, il y a toujours un moment où on dit bah non, en fait, il y a une prise de conscience. C'était avec Edge of Tomorrow, mais ça pouvait être avec son film Night and Day, par exemple, où effectivement on va reparler son passage à la comédie. Mais ça, c'est plus dans une deuxième partie de carrière, donc on va d'abord écouter un petit peu. Pour revenir sur la coupure, Eyes Wide Shut, c'est peut-être que là, le moment où il n'a pas forcément conscience d'être manipulé, où il se fait manipuler par plus grand que lui, ou une sorte de... Ouais, mais il a forcément conscience. Tu tournes pas avec Kubrick comme tu t'es au courant, quoi. Enfin, t'es je pense, mais il y a des petites légendes autour du scénario. C'est là où ça va très loin, c'est qu'il y a presque un côté cassavetien là-dedans, c'est que c'est le côté où il joue avec sa propre femme. Oui. Et c'est que c'est la fin du couple. Et puis il le sait qu'il est embauché pour ça aussi, quoi. Il saisit l'opportunité, voilà. Il y a toujours cette volonté. Donc du coup, masochisme aussi peut-être derrière. Oui, bien sûr. C'est clair et net. Jean-Baptiste, dernier. Ouais, il y a toujours, ce que je voulais revenir, c'est qu'il y a toujours une volonté de casser sa propre image, mais qui était déjà là avant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que à partir des années 2000, relire sa filmographie en fait à l'aune de la compréhension qu'on a de ses choix de carrière. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, même dans Cocktail, je veux dire, il casse sa propre image, il s'amuse avec son image de beau gosse, etc. Il se prend un plat de pâtes dans la tête. Il y a un côté vraiment s'amuser de cette figure que lui-même, je pense, il imagine que le public a cette image de lui, et du coup, il veut la casser. Et puis il y a un aspect toujours inquiétant en fait dans son jeu. Il y a très peu de films où son jeu est linéaire, où il joue un beau gosse ou un mec ou un businessman ou quoi que ce soit. Il y a toujours un moment où on sent une fêlure. Exactement. Et on envisage la folie qui peut être celle à la fois de Tom Cruise et de ses personnages. On va continuer tranquillement à explorer sa filmographie. On va continuer notre exploration de la filmographie et du jeu de Tom Cruise en tentant peut-être de définir, donner quelques éléments un peu de son jeu aussi concrètement. C'est vrai que en fait, on se rend compte que c'est pas des choses qui courent les rues de voir des bonus ou des comment ça s'appelle quand des making of, voilà. C'est compliqué de voir Tom Cruise au travail autrement que se la raconter un peu, parce qu'effectivement il est dans le contrôle total et de venir faire un petit et du coup même cette image là est très contrôlée. Donc c'est compliqué, puis c'est compliqué aussi de trouver, c'est compliqué. En tout cas, j'en ai pas trouvé spécialement. Ça se trouve, c'est très facile. Des témoignages de metteurs en scène qui disent concrètement comment c'est de travailler, autrement de dire que Tom est un mec super ou que c'est un connard. Ou un con comme un cigare, enfin des mecs qui n'ont rien à foutre du cinéma. J'ai pas eu le temps de la retrouver, mais il y a un entretien, je vous en parlais l'autre jour, il me semble, dans Studio Magazine, qui date d'un moment, c'est la sortie de Collatéral, où il était en couverture dans une salle de cinéma, et il me semble que là, l'entretien était vraiment intéressant. Après, après, peu importe, finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on en retire en tant que spectateur. Comment on le perçoit, qu'est-ce qu'on voit de lui, qu'est-ce qui ressort concrètement. Oui, non, mais ce serait intéressant de savoir si c'est accidentel, par exemple, cette énergie incroyable qu'il joue tout le temps, comme certains acteurs jouent un mec sous coke, il doit se dire faut que je joue Tom Cruise en fait. Sauf qu'a priori, il n'est pas sous coke totalement. Mais je pense que c'est juste qu'il est fou. En fait. Oui, une sorte de maximalisme. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une folie. C'est ça qui caractérise Erwan. Tu te demandais ce qui peut caractériser son jeu. À mon avis, c'est ça. Il y a un côté très physique. C'est la folie, c'est une impression qui se retient pendant 1h30 parce qu'il dit sinon tout le monde va se rendre compte que je suis fou. Et il y a quand même des petits moments où même les autres, dans tous les films, il y a toujours un moment où les autres acteurs, et on ne sait pas si c'est autant les acteurs que leurs personnages qui ont un moment d'arrêt en se disant mais il est taré. Le travail de direction, en fait, serait plutôt de le canaliser finalement. Peut-être. Ou de lâcher la bride. C'est là qui c'était intéressant, et je pense que Eyes Wide Shut est aussi on peut le prendre comme un grand film théorique sur le jeu de Tom Cruise, justement, parce que c'est ce que disait Antonin tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment cette idée que on a l'impression que Kubrick travaille avec Tom Cruise et contre Tom Cruise en même temps, c'est-à-dire le pousser dans ses retranchements de jeu d'acteur en répétant des prises 100 fois, parfois 150 fois, en épuisant son jeu. Et moi j'ai le souvenir d'avoir lu des choses, je crois que c'est un entretien avec Kubrick où effectivement, Kubrick expliquait qu'il demandait à Tom Cruise de refaire la prise, mais à chaque fois de façon différente. En disant, non, là, tu utilises un tic que tu as déjà utilisé. Prends un autre tic, prends un autre truc. Et il épuisait complètement les possibilités de jeu de Tom Cruise. À un moment donné, en épuisant tellement ce jeu, Tom Cruise s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien qu'une sorte de naturel qui est ressorti à un moment donné et que Kubrick a saisi de façon incroyable dans Eyes Wide Shut. Et pour revenir sur la question du jeu, c'est que j'ai l'impression que cette folie, il y a quelque chose qui en témoigne quand on regarde les films, c'est ces tics, en fait. Il y a des tics de jeu
très fort, dans le visage, dans les membres, dans la gestuelle. Il y a des trucs, effectivement, où on sent qu'il y a ces coups de folie qui vont perturber son corps et d'un seul coup le faire bouger. C'est ce qu'on disait en off de manière un petit peu humoristique, mais dire qu'il y a un côté burlesque en fait dans son jeu, comme s'il y avait quelque chose qui ne contrôlait pas dans ses mouvements, dans ses postures, et qui vient d'une forme de mécanique qu'on plaquerait sur lui, donc d'une mécanique plaquée sur du vivant quelque part. Est-ce que, Jean-Baptiste, on pourrait le rapprocher d'autres acteurs type Jerry Lewis ou Jim Carrey? On n'est pas exactement sur les mêmes parties pris quand même. C'est-à-dire que c'est pas le même type de folie. Tom Cruise va pas défigurer son visage par la grimace, par exemple, ce qui est effectivement le cas de Jim Carrey. Tom Cruise, il va défigurer son corps. C'est pas forcément son visage qui prend, sauf qu'il le défigure par le maquillage, par des choses comme ça, plutôt dans la deuxième partie de carrière. Mais c'est plutôt son corps qu'il va faire convulser. Mathieu évoquait en off séquence de Risky Business. Effectivement, sur cette chanson-là, scène mythique de danse où il fait ce qu'on appelle maintenant du air guitar et il reproduit la chanson. Et c'est vrai qu'à un moment, il est en slip et en chaussettes et il saute sur son canapé, il se met à convulser. Trépigne. À mon avis, c'est probable que ce soit de l'improvisation. Il fait le fou sur la chanson et tout ce qu'il trouve à faire, et c'est magnifique, c'est de se jeter sur un canapé, face contre le canapé et de convulser comme un fou, ce qui n'est pas vraiment de l'air guitare pour le coup. Et 25 ans après, il fait ça sur le plateau d'Oprah Winfrey. Mais il y a un côté presque vaudou en fait. Après, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est vrai. Mais on parle de vaudou, Nicolas Cage. Mais comme s'il était possédé. Après, c'est vrai que son fameux Jumping the Couch chez Oprah a marqué les esprits, et c'est parce que je pense qu'aussi il y a peut-être eu un moment où les gens se sont dit, bah ouais, effectivement, il est vraiment taré, puisqu'il est capable d'aller devant 3 millions de spectateurs juste pour dire qu'il est amoureux de sa nouvelle copine, sauter comme un taré sur le canapé de la présentatrice la plus connue de l'histoire de la télévision. Et ça a été aussi analysé comme une perte de contrôle en tant que personnage public, quoi. Mais c'est quelque chose qui fait pas non de plus, sa folie. Antonin. C'est quelque chose qui fait pas non plus dans tous ses films, quoi. C'est vrai que c'est hyper marqué sur la première partie de sa carrière. C'est peut-être même ça qui l'a fait connaître. Enfin, les fameux trucs de Risky Business ou les trucs de cocktail, genre le truc de frime, quoi, d'exubérance, machin. Et mais c'est vrai qu'il y a un côté hyper beaucoup plus sobre. Moi, j'ai l'impression, même dans ces dernières années, où on a vraiment l'impression qu'il est devenu une sorte de figure, surtout dans ses films d'action, en fait, où il a une façon. C'est extrêmement physique et également extrêmement travaillé. Il y a quelque chose de pas d'exubérant, mais extrêmement chorégraphié, mais dans ces Missions Impossibles ou dans le collatéral de Man, cette façon de bouger, ou dans Edge of Tomorrow et tout ça, il y a quelque chose qui est absolument dingo à regarder, en fait, quoi. Parce qu'on parle volontiers de retenue pour un acteur, mais du coup, pour un acteur comme Tom Cruise, la retenue, ça prend vraiment un sens bien particulier, puisque on parle par exemple d'un tic d'actorat qu'il a souvent, de se figer, de faire vraiment peur, ou de figer un regard, figer un sourire. Et c'est vrai que là, du coup, un acteur qui joue en retenue, c'est un trait classique d'actorat, mais quand c'est Tom Cruise, et avec l'exubérance dont on parlait, on sent que, il a tellement sous la pédale que la retenue, ça veut vraiment, ça prend tout son sens. Moi, je trouve que ça ressort vachement c'était une vidéo YouTube que j'avais vue à une époque qui m'avait fait mourir de rire, où c'est l'évolution de la course de Tom Cruise. J'ai vu cette vidéo qui est géniale. On voit comment au début, quand il court, il y a un côté complètement désordonné, les bras qui partent dans tous les sens, les gens, il sait pas courir très clairement. Et plus ça va, plus il mécanise sa course et il devient une sorte de T-1000 à la fin. Il court comme un sportif. Mission Impossible 4. Mais c'est la Mission Impossible 3 où pour le coup, là, il y a un making-of où il y a une grande scène de course à Shanghai ou en Asie, dans une ville. Sur les toits, là. Ouais, sur les toits. Et que les opérateurs du travelling n'arrivaient pas à le suivre. Ils lui demandaient de courir moins vite. Fait, bah non, je suis poursuivi et je cours à fond. Ouais, mais non, parce que les rails de travelling, ils vont pas à ta vitesse. Et du coup, mais ça, c'est ça, c'est que j'ai l'impression aussi que Tom Cruise, on parle beaucoup de direction d'acteur depuis tout à l'heure, mais il y a aussi une forme de direction de réalisateur avec Tom Cruise. Ça, c'est formidable. C'est ça. Les films échappent au metteur en scène à un moment donné parce que Tom Cruise en prend le contrôle. Sachant qu'il est producteur. Ah oui. En plus. C'est ça. Mais ça, depuis quelques années, de toute façon, on voit bien qu'il a décidé quand même de ne plus tourner avec des metteurs en scène extrêmement marqués, extrêmement forts. Je veux dire, que ce soit Christopher McQuarrie ou Brad Bird et tout ça, c'est pas des gens qui sont très très installés, des gens qui ont pas une aura comme celle de Mann, Kubrick ou Spielberg. C'est pas des tâcherons du tout, c'est pas une histoire de dire ça, mais c'est quand même des gens qui ont une carrière ou une œuvre beaucoup moins marquée, quoi. Et je trouve que tu parlais du T-1000 tout à l'heure, c'est drôle.
moi j'ai quand même l'impression, et Edge of Tomorrow c'est vraiment ça, c'est quand même Edge of Tomorrow, c'est vraiment le récit de Tom Cruise qui apprend à devenir justement le Tom Cruise hyper efficace, quoi. Le Tom Cruise que moi me marque vraiment, celui de Collateral, c'est-à-dire celui dont le moindre geste, c'est quasiment, c'est le devenir robot de Tom Cruise, quoi. C'est le côté là où l'exubérance, je trouve, n'a pas trop sa place, mais par contre il y a une joie de chorégraphie des mouvements et tout ça, mais dans Edge of Tomorrow ça raconte ça, quoi. Est-ce que ça voudrait pas dire, alors là c'est aller très très loin, mais est-ce que ça voudrait pas dire aussi que c'est une Edge of Tomorrow, c'est une façon de rejouer pour lui quelque part ce qu'il a vécu sur le tournage d'Eyes Wide Shut? Enfin, le côté où on refait. Edge of Tomorrow, à la sortie, d'épuiser. On en avait parlé, mais c'était Edge of Tomorrow, il revisite presque toute sa carrière et tous les personnages qu'il a joués, à la fois le militaire de carrière, le gros con arriviste, le beau gosse, le super soldat, ou pour à la fin la profession de foi devenir Tom Cruise, où t'as un sourire plein de dents, face caméra incroyable, et du coup mais c'est toujours cette suite logique qui est vraiment la toute fin de carrière, qui est vraiment passionnante, je trouve, avec Oblivion aussi. Je trouve qu'avec Oblivion, il y a un diptyque là avec Edge of Tomorrow, l'idée de Tom Cruise, encore une fois, à l'époque de sa reproductivité. Peut-être même une trilogie avec Night and Day. Et oui, il y a Night and Day aussi, qui est intéressant. Le devenir machine, le devenir robot, mais aussi le devenir image, quoi. C'est-à-dire que Tom Cruise. Jack Reacher est aussi à propos de ça. Et Jack Reacher aussi, c'est un film sur l'image de Tom Cruise, effectivement. Ici, quasiment, il en devient quasiment un super-héros, en fait. Ouais, exactement. C'est un des meilleurs films de super-héros. Sans qu'il ait de du coup, c'est pas un super-héros franchisé avant, en fait, mais c'est Tom Cruise, le super-héros lui-même, quoi. Ouais, c'est vraiment la frontière du super-héros et du réalisme. C'est quelque chose qui irrigue toute sa filmographie, c'est que Tom Cruise, il joue toujours des personnages de gens qui maîtrisent. La maîtrise, elle est toujours au centre de tous ses films, que ce soit la maîtrise des cocktails, des avions, des voitures dans Jour de tonnerre, ou des robots à la fin, de tout. C'est toujours la maîtrise. Et à un moment, il y a des metteurs en scène, genre De Palma ou Brad Bird, qui vont dire, bon, voilà, là, on va te mettre en danger dans ta maîtrise. Il va s'agir de retrouver cette maîtrise-là. Et c'est marrant, parce que si on prend le cas du collatéral de Mann qui justement ne filme que des gens qui maîtrisent, des professionnels, c'est peut-être le seul film de Mann où la maîtrise est montrée comme une pathologie. Le personnage j'ai oublié le nom du personnage de Tom Cruise, mais sa maîtrise, Vincent, voilà, a une maîtrise, c'est un professionnel qui a la pathologie de la maîtrise totale, quoi. Et là où Tom Cruise est génial dans le film, quoi. Le moment où il perd les ponts, où il prend conscience que sa maîtrise, qu'il la maîtrise manienne cache un vide, une béance, quoi. C'est assez délirant. Et il fait son fameux regard dans le vide. Après, vous parliez du devenir super-héros. En fait, Mission Impossible, la série des Missions Impossibles ne raconte que ça, finalement. Ouais. Parce que tu le vois voler, tu le vois en train de marcher sur un des plus hauts gratte-ciel du monde, tu le vois donc voler, là c'est pour le prochain avec la méga cascade dans l'avion, vous avez tous vu dans le teaser là, qui va tout déboîter. En fait, finalement, c'est un mec qui a des pouvoirs, mais qui c'est pas en fait, c'est un X-Men, mais sans le X. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour aller net dans ton sens, c'est que tu parlais d'image, Jean-Baptiste, le fait que c'est un devenir image, mais on avait peut-être dit un peu facilement aussi avec Mission Impossible 4 à cause de Brad Bird qu'il y avait aussi une sorte de cartoonisation quelque part. Ouais, un petit peu, mais ça va aussi, tu pourras répondre là-dessus, je pense, avec son incursion volontaire dans le burlesque pur et la comédie, quoi, que ce soit dans Tonnerre sous les tropiques, on a entendu un extrait au début, il avait déjà fait une apparition dans Austin Powers, dans Night and Day, il y a une dimension burlesque qui est assumée, qui n'est pas accidentelle. Donc, mais c'est pour ça qu'il y a toujours pour moi ce paradoxe intrinsèque qui fait que Tom Cruise est un auteur passionnant, parce que s'il n'y avait pas ça, ce serait pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois ce devenir image, mais que ce devenir image passe par une réaffirmation du corps sans cesse. Ouais, bien sûr. Il faut dire que c'est lui qui fait les cascades, il faut qu'on le voit faire les cascades dans les making-of, dans les on sent le physique de Tom Cruise à chaque fois qu'il prend un pain, de toute façon. Ouais. Et le côté burlesque, il vient de là aussi, parce que le burlesque, quand Buster Keaton il fait des séquences, les séquences sont drôles parce qu'il y a aussi le malaise de se dire il met aussi son corps en danger. Il y a quelque chose qui est troublant là-dedans, et on retrouve ça chez Tom Cruise, je trouve. Et c'est ça qui en fait une icône aussi. Donc il y a ce paradoxe effectivement de l'iconisation qui passe par le corps, pour le coup. Et je pense que il y en a plus en fait des acteurs comme ça qui sont à ce point-là des icônes. En fait, c'est quand on voit la silhouette de Tom Cruise, finalement dans l'histoire du cinéma américain, tu dis c'est un peu comme la silhouette de James Stewart ou la silhouette de Cary Grant, qui sont immédiatement reconnaissables, qui ont réussi à travailler une figure qui a été travaillée par différents metteurs en scène, mais et c'est la figure de Tom Cruise, voilà. Récemment, non, il n'y a pas. Chaque film. Moi, je pense à Clint Eastwood aussi. Ouais, c'est vrai que Clint Eastwood ils sont des anciens, quoi. Voilà, mais Clint Eastwood, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est aussi très attentif à sa propre image, qui a toujours fait le film contre le film précédent et tout ça, à la manière de Tom Cruise finalement, qui est très conscience de leur image et qui ont réussi à travailler vraiment à créer une figure, quoi, comme ça. Et en termes d'iconisation, c'est vrai que dans le cinéma, parce que là on parle quand même de cinéma hollywoodien avec des budgets à 200 millions de patates et compagnie, mais dans le cinéma hollywoodien industriel, on va dire,
il n'y en a pas finalement. Même le cinéma américain tout court, il y a quand même très peu de figures mythologiques comme Tom Cruise qui ressortent. Non. Peut-être axé pour terminer sur aussi le côté sombre et la part d'ombre. Dans des années 2000, on a souvent dit que, voilà, avec Spielberg notamment. C'est Spielberg qui a clairement fait ça. Kubrick et Spielberg, ce qui n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Voilà. C'est pas un hasard du tout. Ouais. Non, sur la part d'ombre, c'est à la fois la torture, en fait. Le personnage torturé, en fait, qui dans revient. Minority Report. Et la guerre des mondes. Dans la guerre des mondes, où dans les deux, il en prend plein la gueule, à la fois psychologiquement et puis physiquement, parce que dans Minority Report, il est défiguré dans tous les sens possibles, en fait. Et dans Minority Report, dans La Guerre des Mondes, c'est juste, c'est une loque, quoi. C'est une merde, c'est un père de famille nul à chier, c'est juste un mec qui fait son travail correctement, mais à côté de ça, c'est un gros loser, et c'est qui, pareil, en essayant de maîtriser sa famille et son environnement, va pouvoir redevenir un homme. Mais exactement comme Minority Report, qui est aussi un film sur le contrôle. C'est prévoir l'avenir. On peut pas effectivement aller plus loin dans la question du contrôle. Et effectivement, il y a cette perte de contrôle au milieu. Finalement, c'est une fuite en avant. Le moment où il perd le contrôle, il ne peut que fuir. Ouais, c'est ça. C'est qu'au début, on a exactement le personnage qui est en pleine possession de ses moyens, le bonhomme qui maîtrise, qui a un pur regard, qui arrive à agencer les images et à un enquêteur hors pair. Et qui va se retrouver à devenir une image, il va être en face de sa propre image. Et qui est tout l'enjeu du film, qui est hyper tenu par Spielberg, c'est assez hallucinant, c'est que ça va être comment il va se réapproprier son corps. Et ça passe par l'organique, il y a des moments où il passe dans des tranches d'immeubles, c'est vraiment clairement un colon, avec les mecs qui bouffent, le vomi des vomitriques et tout ça, c'est hyper organique. Quand il se déforme le visage avec Comme il se déforme le visage. À la fin, il va finir par courser ses propres yeux dans un couloir qui tombe. Il y a des notes d'humour noir de mauvais goût qui sont délirantes. Étonnant la façon on passe avec cette scène aussi Orange Mécanique, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, il y a ça. Enfin, cette scène qui est complètement absurde dans le cadre d'un blockbuster, absurde avec le Peter Stormare et son aide de camp qui lui font bouffer un sandwich avarié. Cette scène narrativement ne sert à rien. Enfin, elle ne sert à rien. Il y a 10 minutes dans un film là mais c'est une scène qui est absolument géniale, mais qui montre vraiment la qualité vraiment forte du film, quoi. Enfin, et surtout sur un sujet quand même où on essaie de contrôler le futur. Oui, c'est ce que c'est quand même ça, quoi. Oui, c'est le même parti pris, quoi. Mais Spielberg avait cette volonté dans Minority Report. Il l'a dit, je voulais faire le film le plus sale de ma carrière, en fait. Il y a vraiment cette dimension-là de s'amuser avec l'image de Tom Cruise, qui est justement l'image clean par excellence. Comment est-ce qu'on va la salir constamment. Donc c'est un peu la même chose. C'est en plus quelqu'un qui essaie de contrôler le futur, mais en plus qui passe sans cesse en plus des vidéos de son passé. Donc quelqu'un qui regarderait comme ça ses vidéos, son travail précédent, quoi. Et on a 1 minute pour parler d'émissions impossibles. Des 4. 1 minute. Le 2 est nul, le 3 est moyen, les autres sont super. Le 3 est cool. Pas mal. Le De Palma, c'est vraiment un chef-d'œuvre quand même. Je trouve que c'est un objet, là encore, non seulement un divertissement haut de gamme, et puis déjà un début de réflexion théorique sur Tom Cruise, quoi. À noter pour le 2, qui est effectivement pas loin d'être une purge. Un bonus extrêmement drôle avec Ben Stiller qui joue sa doublure complètement débile, et ça c'est vraiment à voir. Messieurs, je crois qu'on va malheureusement devoir s'arrêter là. L'heure est déjà terminée. On remercie Antonin d'être venu. Du cinéma est mort, donc sur Canal B. Et merci à Tom Cruise. L'émission, Antonin, c'est tous les jeudis. C'est tous les jeudis, quand on est là, mais de 13h à 14h. Avec ton camarade Étienne. Avec mon camarade Étienne. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté, mais on vous a déjà traité ici de Mélenchon. Je sais. Mais je réponds pas parce que je ne veux pas m'abaisser à ça. D'accord, très bien. Merci à Julien pour la réalisation de cette émission. On vous laisse avec les Vêpres du Rock. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Les coups de cœur. Les coups de cœur. Ah oui, les coups de cœur, c'est vrai. Eh bien, les coups de cœur très rapidement, messieurs. On vous laisse pas tout de suite, alors on va vous dire rapidement des coups de cœur. Moi, c'est l'album de Buffy Sainte-Marie, les années Vanguard. Ok. Thibaut. Moi, c'est le collectif de shoegaze et tout ça, Nothing. Antonin. Ouais, moi j'avais rien préparé, mais je vais dire Robocop que j'ai pu revoir évidemment au tambour mercredi dernier, et c'est quand même, ça déboîte. Ça marche. Thomas. Sex Jack de Koji Wakamatsu, monstrueux. JB. La Porte du Paradis de Michael Cimino, qui est sans doute le film politique le plus tétanisant que j'ai jamais vu de ma vie. Le meilleur film du monde. Moi, vous l'aurez compris, donc c'est la Sapienza que je parle en début d'émission, et aussi un petit Godard, forcément. Soigne ta droite avec Rita Mitsuko, ça fait toujours plaisir, et un Jacques Villeray monstrueux. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Warren Zevon, à la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Where was the
done.